Jeff Deveau, bonjour, bienvenue dans le podcast Secret d'entraîneur. Bonjour. C'est un vrai honneur de te recevoir. Écoute, voilà, je le prends comme ça, merci. Donc, tu as été un de mes profs marquants et ça m'intéressait d'avoir ton avis un petit peu sur le travail d'endurance, parce que c'est ta spécialité. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors l'endurance, je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais petit. Hein, c'est un peu comme Obélix dans la potion magique. Alors moi, c'est plutôt... Alors je dis merci à mes parents, hein, comme souvent. Hein, je crois qu'on a prévu d'en parler un petit peu peut-être tout à l'heure, une petite parenthèse là-dessus. Voilà, passionné de montagne et pourtant pas originaire de montagne. Et mes parents m'ont très rapidement mis sur les skis. À 2 ans, j'étais sur les skis. Mais des skis alpins, pour le coup. Et j'aurais pu faire du ski alpin. Et puis, un jour, assez jeune, on était sur Grenoble et j'ai fait ma première compétition en ski de fond, à Autran. Et donc, là, le truc, c'est que j'ai gagné. Ah, vous savez, quand un gamin on fait un truc et qu'il gagne, bon, après, on dit, ouais, c'est génial. Ouais, et puis, bon, c'est vrai que j'ai un peu ce caractère. Voilà. Et puis, donc, très rapidement, c'est devenu mon sport. Donc j'ai eu une carrière. J'ai pas eu de carrière internationale parce que je fais partie de cette génération où à un moment il fallait choisir soit aller en équipe de France junior, soit tu continues à faire des études. Et clairement, moi je voulais faire des études. Donc j'ai fait mes études à l'UFRAPS et voilà. Et je suis vite revenu derrière dans le monde de l'entraînement parce que j'étais pas allé assez loin en termes d'athlète. J'ai fait des compétitions internationales universitaires, mais jamais monté au meilleur niveau. Et je me suis dit, punaise, il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Et donc, assez rapidement, la fédération m'a rappelé quand j'ai été diplômé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de professeur de sport, donc j'ai eu le CAPES. Et donc, on m'a rappelé. Et là, j'ai été en détachement sur un poste de CTR, conseil technique régional. Et ça a été ma première expérience. J'étais un tout jeune CTR et c'est ma première expérience dans l'entraînement. Et là, j'ai mis en place un certain nombre de choses. Je dirais c'est un peu l'essence, c'est ce que je voudrais transmettre. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Quand on a un peu d'expérience, on a envie de transmettre aux jeunes, peut-être qui vont écouter ce podcast. Carrément. Et c'est de se dire qu'est-ce que j'ai pu voir là à ce moment-là. Donc ça, c'était des jeunes au départ, hein, des jeunes cadets. Après, je suis passé sur des groupes juniors. Et puis après, j'étais appelé par la fédération et j'ai eu une chance énorme. C'est un peu le Graal hein, quand on est coach, c'est d'avoir des Formule 1 avec soi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des athlètes olympiques, de préparer des athlètes olympiques. Et ça a été, je dirais, le point d'orgue d'une carrière d'entraîneur. Et c'est ce que je peux peut-être de manière avec humilité, évidemment, transmettre aux jeunes qui rêvent peut-être de faire ce job. Donc un sacré parcours. Tu as été dans le biathlon aussi ? Non, alors dans le biathlon, oui, indirectement, Ouais. pour aider, comme on le voit actuellement, parce que je dirais les skieurs de fond peuvent énormément amener aux biathlètes, mais le biathlon est une discipline à elle seule, quoi, qui a ses propres problématiques. Et c'est vrai que j'ai coaché plus tard, parce qu'après, derrière, je suis revenu après l'équipe de France, on m'a rappelé, je suis avec le team, j'ai entraîné des athlètes qu'on a amenés également au niveau des Jeux Olympiques sur le team Grenoble, hein, le team de Grenoble à l'époque, qui s'appelle maintenant le team Vercors-Isère. Et donc là, oui, j'ai eu quelques biathlètes, mais surtout des skieurs de fond. Ok. Je note la différence entre les deux disciplines. Oui, c'est vrai que de l'extérieur, les gens font un amalgame la plupart du temps. Alors, on est cousins hein, et on a énormément de passerelles entre nous. Et pour brouiller un peu les cartes, beaucoup d'anciens athlètes de haut niveau en ski de fond maintenant sont avec les biathlètes, etc. Et donc, un petit peu moins l'inverse parce qu'ils y restent. Mais bon, voilà, c'est possible. Moi, je fais partie de cette équipe-là qui disait, bon, on est sur des skis, on fait des tours, et puis de temps en temps, on s'arrête tirer ou pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou alors, on n'a pas de carabine et donc on ne s'arrête pas. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est malgré tout deux disciplines bien différentes. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler en partie d'endurance, mais aussi de charge d'entraînement. On va commencer par un concept qui te plaît pas mal et qui est utilisé dans beaucoup de sports d'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement polarisé. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Oui, alors je vais revenir un petit peu en arrière si ça t'embête pas. C'est-à-dire que quand j'étais athlète, on avait une stratégie d'entraînement qui était assez basique. Nous, les Français, on faisait des entraînements où, au niveau de l'intensité, je pense qu'on avait l'intuition qu'en allant à des bonnes intensités, c'était plutôt intéressant pour nous. Donc, on avait tendance à s'entraîner toujours dans des registres d'intensité importants.
et en faisant des quantités qui étaient forcément un peu plus limitées que nos concurrents parce que on avait de la fatigue. Et c'est vrai qu'après, on n'est pas trop idiots, on a regardé un petit peu, et notamment tous ceux qui sont allés en Scandinavie, on regardait ce que les Scandinaves faisaient, et notamment les Norvégiens, et on s'est aperçu que les Norvégiens, dans les années 80-90, ils s'entraînaient dans des registres d'intensité qui étaient très bas. Et puis parallèlement à ça, je me souviens, j'avais à peu près ton âge et j'ai été en formation, et je me rappelle, parce que là on est vraiment avide de toutes les connaissances. Et du côté de Saint-Étienne, il y a un grand professeur qui s'appelait Jean-René Lacour. Et Jean-René Lacour, une sommité dans son domaine. Je me souviens très très bien, quasiment mot pour mot, de ce qu'il nous disait. Bah oui, les coureurs à pied, alors ils s'entraînent parfois à des petites intensités, mais c'est juste pour leur tête. En fait, la seule chose qui est importante pour eux, c'est de s'entraîner à haute intensité. C'est que les intensités proches de VO2 max qui aident finalement à améliorer ton niveau de performance. Ça m'avait un peu perturbé. Je me disais, ouais, mais quand même, pourquoi les Norvégiens ils font autant de quantité d'entraînement à ces faibles intensités-là, quoi. Et on ne parlait pas d'entraînement polarisé à l'époque. Ça n'existait pas. Moi, j'ai vu apparaître le terme d'entraînement polarisé. J'ai pu mettre un nom sur cet entraînement que je voyais réalisé par les Scandinaves. Donc, on s'est mis à se dire, ouais, c'est quand même une bonne idée, ça, de faire ça. Et c'est globalement l'idée, et toutes les études qu'on peut voir depuis, et c'est vrai qu'on a formalisé ça pour voir justement l'effet, les scientifiques s'y sont mis, à analyser les différents modèles, et on a montré qu'effectivement, en mettant 80% dans les zones d'intensité 1, globalement, on a tendance maintenant dans la recherche à plutôt rester sur 3 zones d'intensité, l'intensité low intensity training, middle intensity training et high intensity training. C'est vraiment 3 zones qui sont déterminées. Et là, ça veut dire que 80% de l'entraînement, on le fait plutôt dans la zone 1. Et puis, on reste sur 20% de l'entraînement dans la zone 3, dans les hautes intensités. Alors, après, derrière, je me souviens très très bien quand j'étais jeune cadre technique, on avait vraiment des guerres de chapelle. Et ces guerres de chapelle, c'était toujours pour savoir quel type d'intensité on allait réaliser. Et à aucun moment, on se posait la bonne question de savoir, mais est-ce que vous faites finalement 80% de votre travail dans une zone qui est une zone de faible intensité. Alors, il ne faut pas se méprendre. Faible intensité, ça ne veut pas dire ne pas avancer à l'entraînement. Je vous assure que moi, j'ai été amené par moments à suivre le fameux Ole Einar Bjørndalen sur le glacier de Tignes, parce qu'il venait s'entraîner à Tignes. Et je vous assure qu'il était certainement dans des entraînements aux alentours de 1,5 millimol, c'est-à-dire un entraînement pour lui de low intensity training. En revanche, tous les petits jeunes qui étaient super contents de pouvoir le suivre, eux, on a fait les mesures, ils n'étaient pas du tout en low intensity training. Ouais. Voilà. Et justement, pardon, je t'ai coupé. Tu bases cette intensité d'entraînement sur quelle mesure? Alors après, voilà, on a plusieurs manières de le faire. Donc je dirais, on va passer l'histoire. C'est pas la peine de revenir en arrière. Maintenant, nos athlètes, quelles que soient les disciplines d'endurance, ont une chance, c'est qu'on a une exploration fonctionnelle qui est bien, qui peut se faire en spécifique. Nous, les skieurs de fond, du côté de Prémanon, grâce à Laurent Schmitt, on a un tapis large. Et nos athlètes passent sur le tapis large, donc on fait des tests triangulaires où on détermine effectivement l'adaptation à l'effort avec un test triangulaire de nos skieurs de fond ou de nos biathlètes ou de nos combinés nordiques, et on sait exactement leur zone de travail. La zone de travail, c'est une zone entre guillemets purement aérobie, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est cette zone-là de frange, et on va mettre une fréquence cardiaque associée effectivement à cette zone de travail. En fait, une zone de fréquence cardiaque, généralement, on arrive à être assez précis, entre 3 et 5 pulsations sur une zone. Et c'est la moyenne de ce qui va être réalisé par l'athlète à ce niveau-là qui est important. Ok. Ouais, donc c'est assez intéressant et facile finalement à mettre en place. Voilà. Bon, après, je pourrais faire l'histoire de comment on a fait avant, mais maintenant, on fait comme ça. Ok. Ouais, donc en fait, le but, c'est de déterminer une zone de travail. Voilà, c'est une zone de travail. Où on n'est pas dans la souffrance avec l'acidose qui peut arriver. Bien sûr. Mais quand même dans un inconfort respiratoire. Voilà, et puis ça, en termes de les adaptations sur le long terme, parce que c'est ça qui est intéressant. J'ai tendance le retour que je fais sur la mise en place de systèmes d'entraînement polarisés de ce type, c'est que ça marche évidemment qu'avec des athlètes qui s'entraînent beaucoup,
Si vous entraînez 4 fois dans la semaine, j'aurais tendance à vous conseiller pas forcément d'opter pour ce modèle, parce que c'est un modèle qui travaille essentiellement sur une grosse quantité d'entraînement, en termes de volume en tout cas, et donc en termes d'unité d'entraînement. Et ça se met en place progressivement. C'est-à-dire que, bien entendu, ça n'a pas de sens de coller ce modèle directement à des jeunes qui sont en formation, même si on s'en approche, parce qu'il y a énormément de travail sur les qualités physiques complémentaires, sur les différents domaines qui ne seraient pas faits. Et donc, au bout de 2 ans avec un athlète de haut niveau, ça c'est ce que j'ai pu remarquer, ça a des effets de spécialisation qui sont assez exceptionnels. C'est-à-dire on a une spécialisation certainement au niveau énergétique de nos athlètes qui leur permet d'être efficaces à des vitesses, si on les regarde là, qui objectivement sont assez importantes, en pourcentage de la vitesse maximale, aérobie, et qui pour autant sont atteintes avec des lactatémies qui sont en dessous de 2 millimoles. Okay. Ouais, donc ça reste intéressant pour calculer tes charges d'entraînement sur la saison. Est-ce que tu penses que c'est transférable sur des sports à habilité un peu plus ouvertes, style des sports co, des sports de combat, ou est-ce que ça devient plus compliqué? Non, c'est forcément, je dirais, l'apanage de disciplines où on a besoin, ou la qualité d'endurance, on va dire, et je dirais une des qualités majeures dans la performance. Ça ne veut pas dire que ce modèle-là ne peut pas être adapté à un moment donné sur une période particulière. Et là, je m'adresse aux coachs, effectivement, qui pourraient se dire... Mais souvent, là, ça m'a frappé parce que j'ai suivi un petit peu des prépas physiques, tu le sais, dans à peu près tous les sports. Et parfois, il y a des amalgames qui sont faits. Il y a des gens qui, en foot, me disaient « Ouais, mais l'important, c'est de faire du travail au seuil. » Ok. Travail au seuil dans ton sport, je ne sais pas si c'est là où je mettrais le plus d'énergie. On a des modèles maintenant où on sait que effectivement c'est très très intéressant plutôt d'aller dans le HIIT. Voilà, on en parlera, je crois, un petit peu également. Et il faut arriver à déterminer réellement quel est le modèle d'effort. Ça, c'est le number one. Et une fois qu'on a son modèle d'effort, là, on va décliner effectivement sur le temps passé. Parce que être entraîneur, c'est faire des choix. Et c'est faire des choix dans le temps qu'on a pour préparer un athlète, qui est un temps limité. Et c'est un vrai plan de bataille. Je dirais c'est une stratégie qu'on met sur la table. Et donc, je ne le conseillerais pas. Clairement, l'entraînement polarisé, ce n'est pas ce que je conseille pour des sports où c'est de la réitération d'efforts de très haute intensité. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, en foot, pour regarder l'exemple du foot, on est à moins de 10%, je crois, j'ai plus les chiffres exacts en tête, je m'en excuse par avance, mais on a moins de 10% d'efforts en fait quasi max, et le reste c'est de la marche ou vraiment un petit footing. Donc ça ressemble au niveau des pourcentages sur un entraînement polarisé, mais effectivement dans les 20% de high intensity training, on n'est pas sur du max ou quasi ou submax. Donc effectivement ça ne peut pas se reproduire et être directement lié à la tâche. Voilà, parce que la tâche en elle-même, elle est importante uniquement sur les actions de très haute intensité. Alors, je ne dis pas que quand il marche et qu'il se replace, c'est pas important. C'est certainement important pour la récupération. Mais l'idée de la qualité, finalement, d'endurance, c'est de l'endurance spécifique à réitérer des efforts de très, très haute intensité. Donc, en 1, c'est effort de très, très haute intensité. Pour moi, c'est évident et c'est tous les aspects qui sont liés à l'activité. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en termes de modèle d'effort, bien entendu, c'est ça qui prévaut. C'est pas le fait, effectivement. Alors, ça n'aurait pas de sens, par exemple, de rester dans des faibles intensités 80% du temps d'entraînement. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Et dans ces 80%, justement, est-ce que tu en profites pour travailler techniquement ou est-ce que tu fais juste du volume, entre guillemets, pour faire du volume ? Non, parce que le temps utile, évidemment, c'est ce qui amène à la performance. J'ai été amené à former quasiment une bonne partie des coachs qui maintenant sont au plus haut niveau, en tout cas certains d'entre eux. Donc j'y suis pour rien, c'est juste l'âge qui fait ça. Mais une des premières choses que je leur ai amené, c'est que, on le sait, dans un modèle d'effort d'endurance, il y a bien sûr les paramètres qui sont VO2 max, ça c'est important dans un sport d'endurance, on le sait. Il y a bien sûr la capacité à tenir le plus longtemps possible un pourcentage élevé de cette VO2 max, ça c'est très clair. Mais il y a aussi le coût énergétique.
Et dans le coût énergétique, nous, c'est pas un vilain mot, c'est le fait d'aller dans la technique gestuelle. Et la technique gestuelle, pour moi, ça doit être, dans une activité cyclique, ça doit être juste au début, quasiment 80% de ton focus pour un jeune coach. Et puis derrière, avec des athlètes de très haut niveau, c'est compliqué de changer quoi que ce soit. Parce que dans une activité cyclique, alors il y a des gens qui se fourvoient un peu. Ils se disent, maintenant on va travailler un petit peu techniquement. Et puis au bout du compte, après l'athlète part, il va pendant 2h30 être plus ou moins seul parce que le coach n'arrive pas forcément à suivre. Et puis il va être globalement dans sa bulle. Pour donner un exemple, un athlète comme Vincent Vitoz, quand il remettait les pieds sur les skis, et je me souviens très très bien vraiment du travail qu'il faisait d'appui en enlevant les bâtons, en essayant de retrouver ses appuis, etc. Donc même à très très haut niveau, il y a, alors même qu'on est dans une zone énergétique de travail à intensité 1, bien du travail dans l'économie gestuelle, dans la technique gestuelle, qui est très fine sur nos fines lattes à réaliser. C'est vrai qu'on le voit aussi dans le cyclisme, avec l'évolution matérielle qui implique des changements dans la motricité finalement cyclique bien sûr, des athlètes, bien sûr. Qui vont aller chercher plus du pédalage en puissance ou bien en sûr. fréquence, etc. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est dépendant du matériel. Est-ce qu'en ski, on a aussi ce problème-là lié au matériel? Problème. Alors, alors le matériel, je fais une petite aparté là-dessus, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, ça fera la promotion pour mon sport que j'adore. Hein, c'est le but. Et donc, nous, le ski de fond, c'est un peu comme la Formule 1. Il y a un milieu qui est changeant, c'est la neige. La neige, ça change avec la température, ça change fréquemment. Et donc, globalement, notre matériel, il est à adapter en permanence au support, qui va être plus ou moins mou, plus ou moins glissant, plus ou moins mouillé, plus ou moins avec et on a identifié quasiment 20 familles de neige différentes. Et donc là-dessus, sur ces 20 familles, on va avoir une préparation de notre matériel et un skieur de haut niveau. Peut-être que pour ceux qui suivent un peu, savent qu'il y a des camions maintenant, des semi-remorques pour chaque équipe. Et dans ces semi-remorques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement les parcs de ski de chaque athlète. Et on a la nécessité, pour un athlète de haut niveau, d'avoir quasiment 5 modèles de ski. Sur ces 5 modèles de ski, on aura 1 ou 2 paires pour chaque modèle en technique de patinage. Et en technique classique, il y a une autre technique encore, on a encore la même chose. Et on va avoir la structure même du ski qu'on va faire avec une machine numérique, avec une pierre qui est pilotée de manière numérique, pour adapter, en tribologie, on connaît bien ça, le support du ski à la qualité de la neige. Et donc, ça permet de dire qu'à chaque fois, pour un athlète, on va avoir globalement entre 30 et 50 paires de skis. Et dans ces 50 paires de skis, il y a un technicien, bien sûr, qui va être le professionnel associé à l'athlète de haut niveau. Et il va falloir qu'en permanence, on aille chercher et tester le meilleur ski pour le support qu'on va rencontrer. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, une fois qu'on a fait ça, le matériel, tu posais la question sur le matériel, évidemment, le matériel, il a une importance majeure. C'est-à-dire que, globalement, quelqu'un qui serait dans une petite équipe, quasiment aucune chance d'arriver au meilleur niveau en ski de fond. Alors, il y a malgré tout des coordinations qui se font avec des petites nations, qui font qu'on peut aider, etc. Mais bon, au bout du compte, les très grandes nations, les nations majeures, qui sont les Scandinaves, les Russes, ont bien sûr des moyens qui sont exceptionnels pour arriver à déterminer justement le matériel qui est le meilleur, le plus efficace. Ok, donc un vrai travail d'équipe. Complètement. Au niveau de l'entraînement polarisé, je reviens sur le thème. Donc tu le conseilles généralement pour des sportifs de haut niveau, qui ont un gros volume d'entraînement. Sachant que les skieurs de fond, vous êtes un peu des malades mentaux de volume d'entraînement. Qu'est-ce que c'est pour toi un haut volume d'entraînement? Est-ce que c'est 10 heures d'entraînement? Est-ce que c'est 20 heures, 30 heures? Oui, j'en parle souvent dans les volumes extrêmes. Alors, on a quelques cousins qui sont pas mal aussi. Hein. Je pense que dans les plus gros volumes, les triathlètes sont assez bons quand même. Hein. J'espère que tu auras l'occasion d'interroger dans des coachs de haut niveau en triathlon. Tu verras qu'ils sont pas mal aussi. Hein. Il y a des modèles qui sont assez sympas. Alors, c'est vrai qu'en course à pied, c'est un peu plus limité dans la mesure où il y a les impacts de la course qui font qu'on a forcément une limite dans la quantité d'entraînement. Nous, on est dans une activité qui est portée et c'est clair que la majorité de notre entraînement, alors même si on met quand même pas mal de courses en montagne, de courses avec les bâtons, qui est finalement un peu plus traumatisante, l'essentiel se fait en ski à roulette dans la partie de préparation, en ski, que ce soit en tunnel ou en ski sur glacier. Et sur la partie spécifique d'hiver, on est, on va dire, à 95% sur les skis.
On garde quand même une partie pour la qualité musculaire, bien entendu, en course à pied, on le garde malgré tout. Donc, il y a des volumes d'entraînement extrêmes. Alors, je vais donner ce qui marque. Ce qui marque, alors pour nous, c'est un athlète qui a dépassé, qui a atteint quasiment, alors c'est ce qu'il dit, moi je ne suis pas allé vérifier, mais qui a atteint les 1200 heures d'entraînement. Souvent, je dis aux gens, divisez 1200 par 365, pensez que c'est un athlète quand même qui fait quasiment 5 mois de compétition. Donc il y a de la récup là-dedans, il y a des semaines forcément après sa saison où il lâche un petit peu, généralement au moins une semaine. Donc ça fait de la quantité extrême. Moi, j'ai jamais entraîné quelqu'un qui a fait plus de 1000 heures. Je le dis parce que les athlètes que j'ai entraînés à 850 heures, 850 heures, c'est un joli casse-tête. C'est un joli casse-tête parce que là, si on parle à un moment donné de gestion de la charge d'entraînement, parce que je crois que c'est un des thèmes que tu voulais aborder, directement, si tu veux. C'est quelque chose qui devient essentiel. Autant, il y a des gens, des fois, qui me disent ouais, « Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses que je peux organiser ma semaine? Là, j'ai 3 entraînements à mettre. » Ouais, on va se décontracter un petit peu, ça va bien se passer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en termes de quantité d'entraînement, j'estime que quelqu'un commence à s'entraîner un peu sérieusement quand on dépasse les 10 unités d'entraînement. Voilà, sachant que c'est jamais linéaire, bien entendu, mais entre 10, 12, quand on commence à faire du tri journalier, c'est ce que font pas mal les triathlètes, parce qu'ils ont 3 disciplines, ils arrivent à faire des séquences qui sont un peu plus courtes. Nous, je dirais que je suis allé jusqu'au tri journalier avec certains athlètes, pour des raisons d'organisation, on va dire, souvent, mais sur des périodes qui sont courtes, sur des périodes où on essaye de monter le volume aussi de manière assez importante. La plupart du temps, on reste quand même sur deux entraînements journaliers, sur les séquences où on est sur les plus gros volumes d'entraînement. Et donc, pour donner des ordres d'idées sur les mois d'entraînement où on est sur les plus gros volumes, on approche entre 110, 120, 130 heures. Ça dépend des athlètes, encore une fois. Là, je dirais, les profils énergétiques sont un petit peu différents aussi, même chez des athlètes d'endurance. Donc, on va jouer sur ces volumes-là. Voilà pour les quantités. Alors, on va faire le lien entre les deux thèmes, si tu veux bien. L'entraînement polarisé 80-20. Est-ce que ton 20%, c'est calculé sur la saison entière? Ou est-ce que c'est calculé par semaine, par mois? Est-ce que c'est des blocs qui vont différer? Comment est-ce que tu organises un petit peu ce 80-20 en mettant ça en lien avec la charge d'entraînement? Ça va dépendre bien sûr de la maturité de l'athlète. C'est-à-dire qu'au départ, je dirais l'enjeu, alors même qu'il y a eu un processus de formation avant, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, développé de manière harmonieuse les différentes qualités physiques de nos futurs skieurs de fond ou futurs biathlètes. Ça, c'est fondamental de le rappeler. Parce que, encore une fois, on est sur un modèle là qui s'adresse au plus haut niveau. Mais il est construit avant. C'est-à-dire qu'on doit avoir un athlète qui, bien sûr, quand il va dans une salle de musculation, c'est ce qu'il a réalisé. On doit avoir aussi un athlète qui, quand il fait de l'exercice intensif, est extrêmement bien placé, entre guillemets, sur sa technique gestuelle, que ce soit en technique classique ou en skating, pour donner... voilà. Et ça, c'est fondamental. En revanche, un jeune athlète qui arrive, on sait qu'il va falloir qu'il digère la charge d'entraînement. Et cette charge d'entraînement, elle va être réalisée essentiellement par la quantité, en mettant bien sûr plutôt des séquences d'intensité qui sont dans du très court, qui sont dans, je dirais, peut-être des séquences plus faciles à digérer en termes de qualité. Mais on va recruter l'ensemble des fibres musculaires sur pas mal d'exercices qui ne sont pas forcément seulement spécifiques. Et progressivement, on va aller vers, bien sûr, l'utilisation de séquences d'entraînement de très haute intensité et plus tôt. Et peut-être qu'on sera amené à échanger là-dessus, mais le travail de l'intensité, pour moi, avec des athlètes de haut niveau, il ne se fait pas à distance. Je veux dire par là que ça, c'est une très très bonne nouvelle pour tous les jeunes coachs qui vont nous écouter. Waouh, il y aura du job et il y aura du job encore pour longtemps. Parce que simplement paramétrer une séquence d'entraînement en étant le top du top, on pourra en reparler si tu veux, mais au niveau du paramétrage de la charge externe, voilà, moi j'ai identifié 12 paramètres. Moi, quand je dis moi, c'est les ensembles, les gens qui réfléchissent un petit peu sur le domaine. Et ces 12 paramètres, on peut effectivement être très très fin. Mais entre ce que l'on a prévu et ce qui se réalise sur le terrain, mais c'est deux choses, je dirais, assez éloignées. Et l'important, tu le sais comme moi, c'est quand même ce qui se fait sur le terrain.
Et donc là, c'est réellement sur cette approche-là du travail intensif qu'on a notre rôle. Et je pense que le coach, il peut ne pas être présent forcément sur toutes les séances, mais par contre, les séances de qualité, il doit être là. J'adore, ça fait partie de la formation que j'essaye de transmettre à des futurs coachs. C'est comment on manage une séance de très haute intensité, comment on peut à un moment donné agir également à la fois sur le mental et sur le physique de l'athlète pour l'amener finalement dans ses limites adaptatives, parce que c'est un peu le but du jeu. Alors pas toutes les séances bien sûr, mais quand il y a des séances ciblées, c'est globalement notre management, c'est notre vision à nous, quoi. C'est notre job à nous. Ça rejoint ce que je disais avec Fred Wallen, qui est préparateur physique dans le monde du judo et dans les sports de combat. C'est vrai qu'il a un petit peu élargi depuis peu de temps. On a tourné le premier épisode ensemble. Et il me disait, c'est vrai qu'on a tendance à ajuster la charge d'entraînement quand notre athlète ne va pas bien. Quand il est fatigué, on va diminuer. A contrario, quand il est très en forme, on oublie parfois de dire pourquoi pas augmenter plus. Et le fait d'être présent sur les séances de qualité comme ça, effectivement, si le mec aujourd'hui il pète la forme et il peut courir 2 km/h plus vite et en restant à son fameux 2 millimoles, je dis n'importe quoi, en fait on le prend. Bien sûr. Et ça, si on n'est pas là, on ne peut pas le détecter. Ouais. Alors, je dirais, comme je sais que je m'adresse à des jeunes coachs, je ne voudrais pas qu'ils prennent mal le message. Je m'adresse là plus ou moins à des gens qui ont tapé dans leurs limites adaptatives, et là, on doit à un moment donné faire bouger les lignes. Hein, les fameuses barrières. Alors les athlètes, ça, ils connaissent bien la barrière de la vitesse, hein, ils connaissent ça. Moi, dans mon domaine, la barrière, à un moment donné, ça peut être, est-ce que je pourrais pas, à un moment donné, faire croire à l'athlète, en tout cas, alors qu'il ne l'a jamais fait, qu'il est capable de dépasser un certain nombre de ses limites. Alors, essentiellement, ça va se faire sur les compétitions. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais aborder ça. Tu vois, que tu me parlais de l'intensité, comment on le gère au fur et à mesure. De plus en plus, nous, on va amener nos athlètes à aller sur des compétitions internationales où ils retrouvent l'élite mondiale en ski à roulette. C'est le cas maintenant depuis quasiment une dizaine d'années. Nous, on ne l'avait jamais fait, ça. On restait chez nous, on se préparait un petit peu et on avait la pression qui fondamentalement montait avant d'arriver sur les compétitions internationales, début de la Coupe du Monde. Et là, maintenant, on a changé un petit peu ce procédé, pour d'autres raisons aussi, hein, parce qu'on sait aussi que finalement, quand on a un dossard sur le dos, l'athlète, il va de toute façon toujours plus loin. Ah, je fais un clin d'œil à Fred Grapp parce que je prends énormément des études qu'il fait sur le cyclisme, ouais. Et il montre que sur les profils de puissance record, il y a un profil de puissance record qu'on a à l'entraînement, et puis il y a le vrai profil de puissance record, celui où on a toutes les datas qui arrivent bien sûr en compétition. Donc moi je me suis toujours moi je rêve d'avoir des capteurs de puissance sous les fixations des skis et dans les bâtons de mes athlètes, avec une lunette connectée pour voir les watts, évidemment en Wi-Fi sur ma tablette pour que je puisse exactement savoir. Ça on l'a pas encore, hein. On l'a pas, c'est pas arrivé dans le monde du ski de fond, mais pourquoi pas, c'est possible, hein, techniquement c'est tout à fait possible. On a maintenant des lunettes connectées qui existent, où on voit apparaître effectivement, alors pour nous c'est plutôt la fréquence cardiaque, c'est des fois la puissance métabolique quand même qu'on peut avoir. On a un certain nombre de petits paramètres quand même qui sont, ça titille un peu, qu'on peut avoir maintenant, mais on n'est pas comme le petit moniteur des cyclistes où là tu sais exactement où t'en es, et ça, bon, c'est comme ça, il y en a qui ont de la chance par rapport à d'autres. Ouais. Ils sont avantagés les cyclistes quand même. En tout cas, ils ont fait évoluer, mais c'est bien parce que dans notre connaissance, c'est des choses qui nous aident, parce que pour le coup, les profils de puissance record, ils sont valables pour chacun d'entre nous. C'est clair. Et c'est très intéressant. Si un jour, il y a une des marques qui nous écoute, qui veut développer ça en ski de fond, écoutez, on lui dit de t'appeler. Voilà. Bon, il faudra quand même peut-être aller plutôt en Scandinavie pour trouver le marché, ou en Russie, malheureusement. C'est là où on compte le plus d'adeptes de mon sport. Et justement, l'intensité, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus ? L'intensité, c'est, je dirais, c'est fondamental. Voilà, autant la quantité, on sait faire, quoi. Il suffit de quantifier, de regarder sa montre, etc. Le paramétrage de l'intensité, je dirais que c'est peut-être là-dessus qu'on a le plus de focus à mettre sur la formation des athlètes. La plupart du temps, on pose la question, mais comment ils sont équipés, tes athlètes ? Est-ce qu'ils ont des montres pour les datas, etc. Oui et non. Oui et non.
C'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau, je dirais que c'est hyper important. C'est encore plus important pour les jeunes athlètes parce qu'effectivement, on va aider à mettre en relation des sensations avec quelque chose d'un peu plus objectif qui est l'évolution de la fréquence cardiaque, voire les watts qu'on peut éventuellement voir sur ces datas. Mais il y a un moment où il faut essayer justement, parce qu'en compétition, je vous assure qu'il y a très très peu d'athlètes. Alors, je dirais que c'est 50%. Il y a 50% d'athlètes qui branchent leur montre, leur polar ou leur montre, leur cardio en début de compète, et il y en a 50% qui n'ont rien. Parce que ça les gêne, ils vont t'expliquer que ouais, la ceinture, ça m'embête. Bon, c'est comme ça. Donc, ils ne l'ont pas de toute façon. Donc, il faut absolument pour eux qu'ils aient cette maîtrise de leurs sensations internes, je dirais la maîtrise de leur zone de travail. Ouais, voilà, donc on le sait, hein, Fred Grapp l'a bien montré, hein, les profils de puissance record, ça fonctionne. Moi, je suis là pendant tant de temps, au mieux dans ma vie, voilà ce que j'avais fait. À telle puissance, voilà combien de temps j'avais duré. Et donc ça, c'est des choses qui doivent être intégrées par l'athlète. Parfois, sur les courses en ligne, on subit la puissance des autres. Et donc, parfois, tout simplement, soit on estime que ce jour-là, on va tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, parfois, quand il y a trop de delta, les gens explosent. Ça, j'ai tellement de fois vu ça, hein, en commentant les courses de plus haut niveau. Et puis, parfois, ça passe. Parce que le delta n'était pas si important. Et donc, l'athlète, il a réussi peut-être à se relâcher un peu. Il a réussi finalement à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et c'est le propre des jeunes athlètes de faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, pour le coup, ça, c'est là-dessus que tu me questionnais. Comment gérer les intensités ? Les intensités, pour moi, elles sont à chaque fois à voir pour finalement avoir, je dirais, une progression. Qu'est-ce que cette séance que je suis en train de mettre en place va m'apporter dans le projet que j'ai ? Alors, ce n'est pas toutes les séances, bien sûr, mais les séances de qualité. Et moi, j'ai une approche j'aurais tendance à conseiller, parce que je sais que j'ai des jeunes coachs qui vont nous écouter, j'aurais tendance à conseiller de jamais mettre de limite vers le haut. Par exemple, vous avez prévu de faire une séquence d'entraînement de haute intensité où il y a 3 séries. Alors, vous avez 3 séries qui sont prévues. L'erreur, je pense, c'est de dire à un athlète, voilà, tu vas faire 3 séries et ça va être, je sais pas, chaque série va durer 10 minutes et voilà, la récupération va être de 3 minutes entre chaque série. On va déterminer 12 paramètres comme ça, de manière très précise, y compris pour la 3e série. Moi, je paramètre jamais la 3e série. La 3e série, c'est... le feeling. Ça va être ce que j'ai vu sur les 2 premières. Et là, je vais, comme tu viens de le dire, je vais aller chercher plus loin ou moins loin, suivant effectivement ce que j'ai vu sur la première série. C'est pour ça que c'est indispensable d'être sur place, quoi. Et ça peut pas se faire à distance. Alors, bien entendu, je suis pas en train de dire qu'on peut rien faire à distance. On peut faire plein de choses. Mais au plus haut niveau, on n'est pas dans le prêt-à-porter, on est dans le sur-mesure. Et dans le sur-mesure, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a juste à essayer d'adapter la charge de l'entraînement à la capacité d'adaptation du jour de l'athlète. Et ça dépend bien sûr de la journée. Ça dépend de tellement de choses. Parce que on est fin, bien sûr, maintenant, dans la gestion de la charge d'entraînement. On est hyper fin. Mais on n'est pas fin au point de savoir exactement quelle charge, à quel niveau. Alors peut-être que c'est le niveau de nos habiletés actuelles. Pour autant, on a des datas, on a de plus en plus de choses. Mais ça, on n'est pas capable de faire encore. On n'est pas capable. Et c'est l'athlète lui-même qui est finalement, pour moi, le meilleur pilote dans l'avion. D'où la nécessité de lui amener très très vite ce savoir-faire pour savoir exactement de manière la plus fine possible où sont ces zones d'intensité et cette fameuse zone d'intensité 3 qui est large, en l'occurrence, qui est large. C'est vrai qu'on retrouve cette capacité chez pas mal d'athlètes à se connaître et à adapter directement. C'est vrai que moi, quand j'entraînais en prépa physique certains boxeurs, les mecs me disaient non, aujourd'hui, je peux y aller. Je leur dis, t'es sûr ? Ouais, vas-y. Ok, on avait prévu ça, on va faire ça. Et on a augmenté le curseur d'intensité en fonction du niveau du jour. Par contre, moi, ça me posait un problème, et là va découler ma question. Comment est-ce que tu planifies finalement ? Est-ce que tu planifies longtemps à l'avance, quitte à tout revoir quasiment séance par séance ? Est-ce que tu as une forme désirée de ta charge d'entraînement et puis tu vas l'adapter et tu vas bouger des curseurs pour pas avoir à tout refaire ? Ou est-ce que tu vas, je vais dire, au feeling ?
Non, le feeling, alors... J'exagère, bien sûr, mais... Non, mais tu as raison de dire ça, parce que j'ai connu des athlètes, et bon, je ne donnerai pas des noms, mais qui sont plus en activité, mais qui étaient il n'y a pas longtemps, et qui, essentiellement, se sont basés sur le feeling. Et ce sont des athlètes... Alors, la première chose que je peux dire, c'est que bon, ils sont finalement... Ils ont eu du mal à arriver et à gagner. Donc, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que je vois des top racers actuellement dans les sports d'endurance? C'est que, je dirais, il n'y en a pas qui sont que au feeling. Alors, je dis que le feeling est important, je l'ai dit, parce que voilà, il y a des heures et des heures d'entraînement à faire. Donc, il y a un moment où on n'a pas forcément... Il y a une charge mentale aussi dans l'entraînement qu'il faut arriver... Ça, c'est notre job, d'arriver à ce qu'elle soit, je dirais, la plus minime possible dans cet engagement qu'a l'athlète. Donc, c'est le management de cet environnement qui est finalement extrêmement important. Par contre, en termes d'intensité, tu es obligé d'avoir un plan de bataille. Des modèles actuels vont pour du très haut niveau, à mon avis. C'est pas des modèles que j'ai pu encore expérimenter, mais c'est des modèles qui viennent de Scandinavie également. Ce sont des modèles où on a des blocs d'intensité, c'est la périodisation par bloc, où finalement, on est encore dans malgré tout, quelque chose qui se rapproche quand même de l'entraînement polarisé, mais on va mettre des blocs d'intensité beaucoup plus importants. Et ces blocs d'intensité, ils vont être répétés, alors ça dépend des modèles, mais ils vont être répétés à peu près toutes les 4 à 6 semaines. Et donc là, on va avoir, à ce moment-là, des blocs qui sont importants. Et dans l'entraînement polarisé, c'est la même chose, sinon que cette gestion de l'intensité va être gérée un petit peu différemment, pas dans les mêmes périodes. On va attaquer peut-être un petit peu moins tôt. Là, ça va intervenir dès le deuxième mois de la reprise de l'entraînement. Et pour le coup, là, c'est pareil. Donc, c'est dans cette période-là où on va chercher justement où l'athlète en est, en termes de réaction à des très très hauts niveaux de puissance développée, qu'il est intéressant d'être là. Mais on connaît la période. Elle est déterminée à l'avance. Alors, ce que tu me dis, c'est sur la programmation plus fine au jour le jour. Là, je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptation et une adaptation liée à la réaction de l'athlète. J'ai là-dessus... on va être peut-être amené à en parler un petit peu plus tard, mais très clairement dans les sports d'endurance, nous ça fait très 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 longtemps, je crois que c'est la fin des années 90 où on utilise la variabilité de la fréquence cardiaque dans le monde du ski de fond. Donc là, j'adresse un clin d'œil à Laurent Schmitt, puisque oui, c'est lui qui très rapidement a été moteur dans ce domaine-là, et il fait de la formation. Je crois qu'il est encore actif au niveau de l'INSEP. En tout cas, il a énormément amené sur l'utilisation. Maintenant, cette connaissance-là, elle a explosé. Elle est réutilisée dans des applications qui sont multiples, etc. Donc, un certain nombre d'entre nous, on est persuadés, et nous, on utilise ça, on est persuadés qu'on va regarder justement quel est l'impact d'une séance par la variabilité de la fréquence cardiaque, et on va... notamment quand on a eu des gros cycles de très très haute intensité, attendre qu'on soit dans une période de nouveau favorable avec l'athlète pour de nouveau reprendre l'entraînement. Et je pense que c'est une des voies modernes de l'individualisation et de l'efficacité. Justement, tu as anticipé ma prochaine question. Donc ça, c'était pas mal, c'était de savoir justement comment est-ce que tu monitorais un petit peu cet état de forme et comment est-ce que tu arrivais à doser ton intensité, si ce n'est avec la discussion avec l'athlète. Savoir si tu utilisais la variabilité de la fréquence cardiaque, est-ce que tu utilisais d'autres marqueurs internes? Alors, je dirais que comme dans tous les sports, il y a l'œil du coach. On est habitué. On est habitué à un moment donné, parce que c'est un œil d'expert. Quand on passe des heures à regarder des athlètes dans son activité, on n'a pas tout à fait la même habileté que monsieur, madame, tout le monde. En tout cas, on ne voit pas les mêmes choses. Donc cet œil-là permet de dire, à un moment donné, quelle que soit l'intensité auquel travaille l'athlète, quelle est, je dirais, sa vitesse de déplacement, et en tout cas, en termes de gestuelle, les puissances, la musique gestuelle, clair, voilà. Donc ça, c'est tout à fait, on va dire, subjectif, lié au coach. Ça, c'est l'observation. Et puis, il y a des manières qui sont très objectives, c'est de monitorer la vitesse de déplacement. Nous, c'est surtout dans la partie estivale, quand on est sur les skis à roulettes, qu'on a des données qui sont objectives.
Là, c'est très clair. Sur la neige, c'est beaucoup plus difficile. On va plutôt se placer, parce que ça va dépendre du coefficient de glisse qu'on a sur la neige, hein, bien entendu. Donc, ça n'a pas de sens de parler de vitesse. Il faudrait savoir quelle est la friction sur le support. Hein, et ça, on ne le monitore pas. En revanche, sur les skis à roulettes, on sait quelles sont les vitesses de déplacement. On était sur, globalement, 3 séquences de testing spécifiques en ski à roulettes pour voir justement quelle était l'évolution dans les périodes de préparation d'un athlète, pour dire, oui, voilà, ça part, etc. Mais par contre, sur les séances de développement, là, systématiquement, les athlètes, on essaye de monitorer la vitesse. On l'a, hein, avec les GPS. Là, on n'utilise pas encore les GPS de haute fréquence, parce que forcément, les GPS qu'on a sur les montres sont a priori suffisants, mais pourquoi pas ? Je pense que je vais amener ça dans nos équipes, d'utiliser des GPS de haute fréquence pour voir justement, je pense qu'on a une voie d'amélioration pour ça. Et donc là, on a des données objectives. C'est-à-dire qu'une séquence d'entraînement qu'on a voulu spécifique dans un domaine particulier, peu importe le domaine qu'on voulait aller chercher, hein, ça peut être très très précis, bien entendu, et bien là, on va utiliser ce monitoring pour voir justement quelle est l'évolution de l'athlète. Est-ce que d'une séquence à l'autre, donc on a des possibilités d'objectiver. Est-ce qu'on le fait à chaque séance ? Non. C'est clair que non, mais on le fait vraiment période par période. D'accord. Oui, c'est vrai que Laurent Schmitt, il utilise la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Pour donner rapidement, c'est le temps entre chaque battement du cœur, pour faire très, très grossier. Et en fonction de cette variabilité, on va avoir des schémas qui se reproduisent qui vont induire tel type ou tel autre de fatigue. Qu'est-ce que c'est le système orthosympathique ou parasympathique ? En fonction de la fatigue qu'il y a, on va adapter les modèles de récupération, ou au contraire de réentraînement. Et j'ai perdu le fil. Oui, c'est la gestion de la charge d'entraînement dont tu parles, hein, bien sûr. Oui, et donc, je reprends. 1, 2, 3. Donc oui, le but, c'était de savoir si on doit modifier, si on doit le faire tous les jours, et voir l'influence que va avoir un entraînement sur cette variabilité-là. Et toi, tu me dis qu'on utilise aussi les GPS qui peuvent avoir des données vraiment actées avec des distances précises. Le but de tous les coachs, c'est qu'un athlète il aille de plus en plus vite, quoi. Moi, je suis dans une discipline, c'est assez basique, hein. Il y a un temps de départ. Alors, soit c'est une course contre la montre. Là, c'est la moyenne de la vitesse de l'athlète qui est prise en compte. Et le but du jeu, c'est que cette vitesse moyenne soit le plus élevée possible. Fin du bal. Et puis, il y a les courses qui sont un peu plus tactiques, où on part et où là, on est en mass start, en groupe, où là, c'est globalement être parmi les premiers dans le dernier kilomètre et puis mettre le maximum de puissance pour passer la ligne devant. C'est assez basique. Donc, les capacités qu'a un athlète de pouvoir aller très vite, c'est juste le paramètre qui, moi, m'intéresse dans l'utilisation. Et il est complexe à mettre en place, hein. Il est multifactoriel, il est complexe. Mais c'est ce qui m'intéresse. Donc, j'ai intérêt, de toute façon, à avoir un athlète qui me montre qu'il a cette capacité à aller vite dans la motricité spécifique de mon activité. Okay. Et dans la spécificité de ton activité, il y a aussi le travail en hypoxie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypoxie et ce que ça induit sur tes athlètes, sur ta charge d'entraînement et tout ce qui en suit? Alors, je vais avoir l'humilité de dire que, bien sûr, il y a pas mal de gens qui seraient bien plus à même de parler d'hypoxie que moi. Mais alors, pourquoi un coach de haut niveau en ski de fond, il est, depuis le début, un peu plus à même de bien connaître l'hypoxie? Nous, on a une activité où... là, actuellement, la neige, elle remonte de plus en plus, hein. Il faut monter de plus en plus haut pour la trouver. Alors, on a de la chance, cette année, il en reste encore un petit peu. Donc, on peut être quand même dans des altitudes à 2005 où on peut encore skier. Donc, ça, c'est un privilège. Ce n'est pas le cas toutes les années. Donc, depuis très, très longtemps, on a été amené à aller s'entraîner en hypoxie. Donc, c'est plutôt une hypoxie subie au départ. C'est-à-dire qu'on ne recherchait pas l'hypoxie, on la subissait pour aller simplement faire notre activité spécifique en préparation. Et puis, progressivement, les modèles, et notamment la fin des années 80, début des années 90, les Norvégiens ont été quand même assez novateurs dans l'utilisation d'hypoxie dans la préparation dans les sports d'endurance. On va dire que les modèles datent de 68, mais
Voilà. Et donc, nous, on a été amenés à se dire, ouais, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller chercher et de faire des stages de préparation en hypoxie. Je passe tout ce qui fait partie des activités d'endurance. On connaît l'histoire, c'est que bien, le dopage dans les sports d'endurance est quelque chose qui est connu, le dopage sanguin, je dirais la période de l'érythropoïétine, le PO, etc. Tout ça a fait qu'à un moment donné, nous, on s'est dit, on n'a pas d'autre solution que de faire de la préparation. On va utiliser l'hypoxie pour essayer d'avoir, je dirais, des réactions sur nos athlètes qui leur permettent d'améliorer leur capacité de performance sur les compétitions qu'on prépare, alors que d'autres prenaient des raccourcis. Nous, on est allé faire pendant de nombreuses années, et c'est toujours le cas, des stages de préparation à la fois assez loin des compétitions et en préparation finale, où on reste dans une exposition à l'hypoxie. Je dirais au minimum de 12 jours. Ça, c'est les modèles que l'on a eu parce que parfois, entre la récupération qu'on doit faire de la dernière Coupe du Monde et les 14 ou 15 jours de picking pour aller vers l'objectif, il nous reste que 12 jours. Mais idéalement 14 à 15 jours, on n'a jamais réussi à placer mieux dans les préparations finales sur Jeux Olympiques ou Championnats du Monde. Et ça, on l'a mis en place très très tôt. Alors, de cette expérience-là, on a un certain nombre de retours d'expérience qui sont hyper intéressants. Des retours qui montrent que deux choses, je dirais. C'est que il n'y a que des individus en face de nous, nos athlètes de haut niveau. Et clairement, on a des bons répondeurs. Alors souvent quand même, nos top racers, ils sont des très bons répondeurs à l'hypoxie. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ça veut dire qu'eux, on peut y aller. Ça va être le 12e paramètre de la charge d'entraînement, la charge externe. Il est là et on peut l'utiliser parce qu'il va avoir un effet bénéfique sur cet athlète-là. Et puis, on a une marge quand même d'athlètes, et on en a chaque fois un ou deux, qui sont des mauvais répondeurs à l'hypoxie. Et ça, on le sait en testant tout simplement. Et pour cela, très clairement, on doit ne pas les mettre en hypoxie dans des préparations finales. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne montent pas soit sur glacier, en hypoxie, mais on est beaucoup plus prudent avec eux sur la gestion, justement, de ce travail en hypoxie. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Le retour sur l'expérience que je peux donner, c'est celui-ci. C'est que l'hypoxie, pour nous, pour beaucoup de nos athlètes, nous permet d'avoir vraiment des résultats extrêmement intéressants dans des préparations finales. C'est aussi, je dirais, des technologies quelque part. On a Grégoire Millet est un ancien skieur de fond, Guillaume Millet également. Je les salue, je ne sais pas s'ils écouteront, peu importe, j'espère, pourquoi pas. On a bien sûr Vincent Vitoz, qui est quelqu'un qui est un coach que j'apprécie énormément, et qui sont des gens qui ont amené vraiment la connaissance. Nos scientifiques, heureusement, sont arrivés derrière, nous ont dit oui, ça, on peut, etc. Donc là-dessus, il y a des gens 10 fois mieux placés que moi pour parler de leur manip, pour arriver justement à être au plus haut niveau. Moi, je suis très, très à l'écoute. Il s'avère que, effectivement, l'exposition intermittente dans l'entraînement intermittent de haute intensité en hypoxie est extrêmement intéressante pour la réitération de sprint. Donc, globalement, ce qu'on ne pensait pas il y a quelques années montre qu'au bout du compte, ce stress supplémentaire, ce 12e paramètre qui est l'hypoxie dans la charge externe, est quelque chose qu'on peut utiliser avec, encore une fois, des athlètes de très haut niveau. Okay. Pour résumer à des gens qui ne connaissent pas du tout l'hypoxie, c'est en gros le manque d'oxygène dans l'air ambiant. Alors, c'est pas forcément le manque d'oxygène, il y a toujours un 5e d'oxygène dans l'air. Oui, c'est la pression partielle. La pression, exact. Voilà, c'est la pression partielle qui diminue. L'image qu'on peut donner peut-être à nos interlocuteurs qui connaissent un tout petit peu moins, le poids de l'air, il est plus important en bas, il est maximum quand il est au niveau de la mer. Par contre, plus on monte, plus le poids de l'air est limité. Donc, la pression partielle de l'oxygène diminue et le problème vient de là. Donc, on a du mal à garder la même saturation en oxygène, c'est-à-dire que quand on ingère l'air au niveau pulmonaire, au niveau de la surface d'échange, la pression partielle de l'oxygène, elle est moins importante. Et donc, cette saturation, elle diminue. Et de la diminution de la saturation d'oxygène va
être induite une adaptation, plusieurs adaptations de l'organisme qui sont subies au départ, mais que nous, on va utiliser dans la technologie de l'entraînement pour amener finalement des réactions de l'organisme qui soient à la fois au niveau central, au niveau circulatoire et surtout au niveau périphérique. C'est là que ça nous intéresse. Voilà. Donc en fait, ça permet d'augmenter finalement les niveaux d'endurance, comme du dopage, mais naturel. Oui, alors on peut utiliser ce terme. Oui, alors on peut en parler. Je suis taquin exprès. Oui, mais on peut le dire parce que c'est quand même un des domaines où peut-être on a eu le plus de dérives, on va dire, dans les sports d'endurance, puisque voilà, les raccourcis ont été pris par malheureusement énormément de nations. Moi, j'ai eu le privilège peut-être d'être dans les nations qui ont fait le choix inverse, de se dire non. À ce titre, je paraphrase souvent ce que Vincent Vitoz disait à l'époque. Il est possible, dans les 10 premiers de cette course, qu'il y en ait 5 qui soient dopés. Par contre, il y en a 5 qui ne le sont certainement pas. Donc c'est possible. Donc moi, j'y arriverai, et j'y arriverai sans être dopé. Ça, c'est le message que j'aimerais transmettre, et je trouve que c'est juste aussi une des raisons d'être d'un coach, et une déontologie que chacun d'entre nous, on doit avoir. Et c'est la mienne, en tout cas. Ouais, et je la partage entièrement. On peut parler aussi de ta relation avec ton fils et ta fille. On change de thème. Alors, pas énormément, parce que je ne sais pas pourquoi. Ma fille aînée, Julia, et puis mon dernier, Maxime, sans doute parce que quand on est parent, le modèle s'impose un peu à nos enfants, j'imagine. Hein. C'est pas neutre, en tout cas. Moi, je suis un grand passionné de mon sport. J'essaye d'être un bon interprète de ses valeurs, voilà. Et donc effectivement ma fille aînée, elle a décidé à un moment donné de faire du ski de fond, quoi. C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Alors ma deuxième a fait du handball, je la salue, j'ai adoré, peut-être justement par opposition à sa grande sœur, c'est possible. Elle a bien perfé également, donc ça m'a permis aussi d'avoir une expérience en tant que parent avec une handballeuse. Donc ma grande, effectivement, elle décide d'essayer d'aller un petit peu loin dans le domaine du ski de fond. Donc, et donc la question que tu posais, c'est quelle est ton approche ? Je crois que tu as eu l'occasion déjà d'avoir des réponses justement sur les différents profils de parents. Hein. C'est ça le thème, je crois. C'est ça, avec Jonathan Bell-Legroux, on avait abordé un petit peu ce sujet-là. Et il me disait qu'il y avait le parent neutre, le parent surinvesti et sous-investi. Et en discutant en off avec toi, quand on préparait l'épisode, j'avais bien aimé ta vision et ce que tu avais mis en place naturellement, ou pas d'ailleurs, tu vas nous le dire, avec justement tes enfants qui ont fait du haut niveau et qui en font toujours d'ailleurs pour ton fils, il me semble. Oui, il est dans il est dans l'accession, on va dire. Il est au début du début du début du début. Il a 13 ans, donc effectivement, c'est juste le début du début du début. Et donc, oui. Ouais, donc, toi qui as été athlète, coach, formateur d'entraîneur et de coach, maintenant parent de sportif, comment est-ce que tu gères l'accompagnement vers le haut niveau avec tes enfants ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as forcé, que tu as subi, que tu as accompagné ? Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis et ton retour d'expérience là-dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal de coachs qui deviennent parents avec des enfants qui veulent faire du haut niveau. Donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis et ton expérience là-dessus. Alors ce qui m'a marqué déjà, c'est le petit épisode que je vais te dire maintenant. J'étais tout jeune coach. Et puis je me souviens que j'avais un jeune cadet. Et je m'étais dit, punaise, ce gamin-là, c'est une Formule 1, quoi. Lui, il faut qu'il réussisse. Je vais tout faire pour qu'il réussisse, quoi. Et de manière un peu artificielle, je me souviens, il était scolarisé à Grenoble. C'était assez compliqué. Donc, je prenais mon bus, j'allais le chercher à la sortie, je lui faisais de l'enrobé tout compris, quoi. C'est-à-dire que, globalement, de manière artificielle, j'allais le chercher. Ça venait pas de lui, ça venait de moi. Et je le tirais, je l'amenais. Alors effectivement, il a réussi en cadet à être parmi les 5 meilleurs Français, ce qui était normal, puisqu'il était talentueux et que j'avais mis les moyens qui correspondaient à l'époque. Sauf que quand moi, j'ai arrêté de le coacher, il est passé avec un autre coach qui, lui, n'a pas eu la même approche. Et là, malheureusement, ça a été la fin de son épisode, quoi. Donc,
en soi, ça m'a marqué. Je me suis dit non, le projet, c'est pas un projet qui doit être extrinsèque. C'est un projet que, habilement, on doit essayer de construire. Et donc, moi, mon approche, ça a été ça avec mes enfants, parce que déjà, j'avais eu cette expérience-là, mais toute l'expérience du plus haut niveau, avec ce recul en disant, bah, ouais, le chemin est long, quoi. Et est-ce que, finalement, mon gamin a cette capacité, finalement, pour aller jusqu'au plus haut niveau? Donc, mon idée, c'est déjà, bon, qu'il en tire... des expériences individuelles dans sa formation de petit bonhomme ou de petite bonne femme pour ma grande fille. Et globalement, il sait ce que je fais. Il sait que je suis capable de lui donner des informations du plus haut niveau. Et donc, je vais attendre qu'il vienne me questionner. S'il me questionne, je vais lui donner une réponse. Mais je lui poserai une autre question pour qu'il, lui, me donne une réponse. J'essaierai de le rendre actif dans le processus de sa construction en le pilotant sans me substituer à lui. Voilà, ça, c'est un petit peu peut-être ce que tu as perçu dans ma manière de faire. Alors, il se trouve que pour ma grande, ça a fonctionné jusqu'à ce qu'elle ait finalement décidé, elle, qu'elle avait atteint sa limite et qu'elle arrête. Mais elle a eu une belle carrière internationale. Elle est montée sur un podium aux Universiades. Donc, ça a été pour elle, je pense. Et là, maintenant, je pense que si elle regarde sa carrière, elle a une vision qui est d'aboutissement. Enfin, j'espère pour elle. Et puis, mon petit garçon, pour l'instant, ça va dépendre de lui. Tout est à construire. Et puis, moi, j'ai aucune attente. Sinon, qu'il soit heureux, qu'il soit équilibré, qu'il puisse continuer peut-être à partager. Alors, c'est sûr que j'ai un de mes beaux-frères qui est musicien. Et donc, ses enfants sont petits, il a 7 ans et il est un fou de batterie, il est impressionnant à la batterie. Donc, il ne fait pas de ski de fond, très clairement. Donc, moi, les miens, au niveau de la musique, ils sont un petit peu moins bons, c'est clair. Et pour autant, j'aurais adoré, bien sûr. Mais c'est vrai que quand même, dans le choix des goûts de nos enfants, on est un miroir. Voilà. Et donc, peut-être que ça joue un petit peu quand même. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée en tant que parent de pousser ses enfants à faire le même sport que nous, de les pousser à découvrir des choses qui peuvent leur plaire ou à faire complètement autre chose? C'est-à-dire, par exemple, je suis dans le milieu du sport, moi, je décide que mes enfants, je dois les mettre à la musique et s'ils doivent venir au sport, ils y viendront tout seuls. Toi, quel est un peu ton positionnement par rapport à ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord savoir que ça existe pour faire quelque chose. Donc, voilà, à nous d'être intelligents et de faire essayer les choses, quoi. Voilà, et ça, c'est le propre, je pense, en tout cas, de la variété de ce qu'on peut présenter. Alors bon, ça dépend où on habite, ça dépend des possibilités qu'il y a autour de soi. Là j'ai ma toute petite dernière, Léna, qui adore la gymnastique aux agrès. Elle fantasme là-dessus. Bon, sur le Vercors, il n'y a pas de club, quoi. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça, c'est une barrière. Mais pour le coup, j'essaye en tant que parent, donc je fais des petites séances dans le jardin, etc. Mais bon, pour le coup, ça sera difficile pour elle de faire ce sport-là. Et donc, là, elle a décidé qu'elle voulait faire du biathlon. Ah. Sacrée acrobatie. Voilà, mais bon, c'est vrai que pour le coup, si je donne l'exemple, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut leur mettre dans les pattes un tout petit peu. Puis on les connaît, nos enfants. On dirait... moi, je pense que l'activité physique, elle est quelque chose qui est surtout culturellement maintenant, où on a quand même toute une génération qui a tendance à être de plus en plus dans le virtuel, de moins en moins dans la vraie vie. Je pense que c'est vital, finalement, à un moment donné, de se faire plaisir. Et moi, quand je vois mon grand qui part et qui passe l'après-midi à jouer au foot, je me dis, ouais, c'est pas mal ça quand même. Parce que si je lui avais rien dit, peut-être que ça aurait été plus facile de jouer en ligne avec ses potes sur son téléphone, clairement. Parce qu'ils sont tous, quand même, on a les mêmes. Là, je m'adresse finalement à cette génération-là. Les choses qu'on vit dans la vraie vie, c'est pas du virtuel, c'est autre chose. C'est autre chose, et je pense que, voilà, sans vouloir faire un combat d'arrière-carte, je crois que c'est bien d'aller dans la vraie relation, dans la diversité de toutes les activités sportives, parce qu'elles sont juste bonnes pour notre santé, tout simplement. Et puis que, tout simplement, ça fait partie de l'être humain. Il est à 99% ce qu'il était il y a 60 000 ans. On est bien d'accord avec ça. Donc, c'est une bonne idée de continuer à bouger. C'est juste même vital pour eux.
Après, les choix sportifs, ouais, c'est quand même un petit peu le premier coach, les copains, je le vois, hein, pour ma fille, ça a été ça, c'est les copines. Et puis voilà, et à partir de là, à nous de me proposer, tout simplement. Et je reste dans le thème des jeunes. Les jeunes et l'endurance. Mm-hmm. On sait que les jeunes ont des capacités aérobie monstrueuses. Absolument monstrueuses. Est-ce que tu penses qu'il faut commencer tôt pour être bon en ski de fond, en biathlon ou dans d'autres sports d'endurance, hein, ça peut être la course à pied, ça peut être le vélo, quoi que ce soit. Ou est-ce qu'en commençant post-adolescence, en étant adulte, on peut quand même arriver à de hautes performances? Alors, je dirais qu'il y a des périodes clés. Alors, là, il faudra bien sûr aller plutôt questionner les spécialistes dans ce domaine-là. C'est mes amis physio, c'est voilà, les gens dont c'est les thèmes de recherche et qui seront 10 000 fois plus compétents que moi là-dessus. On a des périodes clés et je crois que ce qui nous façonne quand on est enfant, c'est ce qu'on va réaliser, je dirais. Et moi, j'ai de l'expérience de jeunes qui sont arrivés très tard dans le domaine de l'endurance, mais si on creuse un tout petit peu, en réalité, ils avaient fait énormément de choses à côté, dans d'autres sports, et ils avaient développé leur qualité d'endurance par d'autres supports. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de règle, mais ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, on n'a jamais développé à ces périodes charnières, ces périodes clés que sont la préadolescence et l'adolescence, ces qualités aérobies, il y a très très peu de chances qu'on puisse arriver au plus haut niveau. Alors merci la génétique, hein. On peut dire merci à ses parents, arrière-grands-parents, enfin les mystères de la génétique sont inépuisables. Mais si on a ce don-là, entre guillemets, mais que on ne l'aide pas à s'exprimer parce que dans sa vie de tous les jours, on ne fait pas grand-chose, ça sera compliqué quand même. Ça sera compliqué pour la suite. Pour le coup, ça, c'est inversement. Les plus grands champions sont des gens, malgré tout, qui arrivent, on le sait, plutôt, on va dire, après l'adolescence, tardivement, et qui se spécialisent finalement tardivement. Alors, il n'y a pas de règle, parce qu'on voit arriver maintenant des jeunes talents pour nous. Dans mon sport, on a des générations dorées. Hein. Les 96 qui sont là depuis quasiment 4 ans sont au plus haut niveau, sont les plus grands champions. Ils sont arrivés, ils avaient une vingtaine d'années, mais ce n'est pas avant 20 ans. Et puis surtout, combien de temps ils vont durer? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'au plus haut niveau, la moyenne, c'est à peu près une dizaine d'années dans l'engagement maximal au niveau mental. Donc, voilà, on a tendance quand même à pouvoir dire c'est mieux de s'amuser avant. Donc, amusons-nous dans l'endurance si on a envie d'être endurant. Alors, la plupart du temps, dans le choix, quand même, nous, on a de la chance sur nos territoires de montagne, sur le Vercors, on a des jeunes, soit ils vont faire du ski alpin, soit ils vont faire du saut, soit ils vont faire du hockey, soit ils vont faire du ski de fond, soit ils vont faire du biathlon. Donc c'est très orienté sport d'hiver quand même. Mais c'est vrai que ceux qui ont les qualités endurance, c'est marrant, on les retrouve surtout en biathlon et en ski de fond. Voire un peu parfois en combiné nordique, mais rarement. Donc je dirais que bien sûr, il y a ça, quoi. C'est que le gamin, il y a des moments où il va se dire « Ouais, mais moi... me lancer d'un tremplin comme ça, non, ça me fait pas triper. Je préfère aller me balader un petit peu longtemps dans la montagne, ou etc., etc. Vous voyez, c'est un petit peu trivial ce que je dis là, mais voilà, il y a une saine harmonie, on va dire, dans la genèse des goûts sportifs qui sont liés quand même à ce qu'on aime et ce qu'on maîtrise. Alors ça me fait rire parce que quand j'entraînais sur le pôle France en judo, on t'a piqué 2 athlètes de ski de fond qui avaient des capacités aérobie et lactiques mais incroyable par rapport aux autres. Bien sûr. Alors, c'est des jeunes qui ont vécu, alors nous, les récupérés devaient avoir 16 ou 17 ans, qui avaient 16 ou 17 ans d'hypoxie involontaire et subie, et qui avaient des niveaux d'entraînement en ski de fond qui étaient très corrects. C'était pas du top national, mais c'était très correct. Et on retrouvait des facilités à s'adapter à l'entraînement qui étaient absolument incroyables. C'est ceux qui réagissaient le plus vite à des cycles d'entraînement, etc. Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est lié à la pratique de sport d'endurance jeune, ou est-ce que c'est lié au contexte, la haute montagne, avec les problématiques d'oxygène qu'on connaît? Ouais, la réponse, elle est multiple, forcément. Elle est forcément multiple, et c'est difficile de dire c'est ça ou c'est ça. C'est multifactoriel, ça c'est une évidence, ça c'est la première chose. J'aurais tendance à dire que tout l'entraînement qu'on va réaliser en quantité importante nous modèle. Et
peut-être qu'ils ont choisi le ski de fond, mais que dans leur profil énergétique, c'est des gens qui ont des qualités pour être plutôt des profils lactiques ou des profils explosifs, hein, pour être sur trois, et qu'à un moment donné, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas 100% par rapport à d'autres qui avaient des qualités aérobie, certainement un potentiel de départ d'aérobie qui était un peu plus important, et que cette capacité à s'être entraîné, comme tu viens de le dire, leur permet déjà de digérer les charges d'entraînement. Et à partir du moment où on va dans du spécifique, dans un sport de combat, tes disciplines sont extrêmement lactiques, entre guillemets, hein, pour rentrer dans du jargon plutôt entraînement. Et cette capacité à digérer des efforts de très très haute intensité sur des durées longues, peut-être qu'on a plus tendance à mieux les digérer par l'entraînement qu'on a pu avoir dans le domaine de la filière aérobie, adossé finalement à des capacités de son système anaérobie lactique ou anaérobie alactique qui sont très bonnes, pour le coup. Et je ne sais pas quelle était la génération, mais on a, nous, dans nos modèles d'entraînement, on privilégie aussi la qualité neuromusculaire, le travail de la qualité musculaire dès le plus jeune âge. Et quand je dis le plus jeune âge, préadolescence, adolescence, parce qu'on sait que c'est des domaines dans lesquels se fait la performance également. Pour la génération, c'était des 98-2000, je crois. Ouais, donc je les vois là. D'accord, ouais. Et par rapport à l'intensité, pour revenir un petit peu là-dessus, parce qu'on est encore un petit peu en lien, on sait qu'en ski de fond et en biathlon, là, pour le coup, on est sur des niveaux lactiques très hauts aussi, qui n'ont absolument rien à envier à des sports de combat comme le judo ou même un 400 mètres ou un 800 mètres. Est-ce que ça, tu l'entraînes? Est-ce que c'est induit d'intensité aérobie trop haute? Comment est-ce que ça, tu le gères au niveau de l'intensité, justement? Alors, au niveau de l'entraînement, de toute façon, c'est quelque chose, je dirais, le modèle énergétique qu'on a, nous, c'est un exercice discontinu, en fait, parce qu'à chaque fois, il y a des zones de très, très haute intensité quand on arrive dans les parties montantes. C'est là où on se rapproche d'intensité globalement associée à VO2 max, puissance associée à VO2 max, légèrement au-dessus quand c'est plus court, etc. Ça va dépendre de nos courses. Elles sont en ski de fond, ça attaque à 1,5 km et ça va jusqu'à 50 km. Donc on n'a forcément pas les mêmes profils qui sont efficaces sur ce spectre-là, hein, bien entendu. Et donc au niveau énergétique, forcément, on va avoir une tolérance à l'acidose qui est extrêmement importante parce qu'on va devoir être capable... Alors là, on est plutôt même sur l'inertie de notre système aérobie, sur la qualité de l'inertie de notre système aérobie. C'est là-dessus qu'on va être le meilleur parce qu'on va devoir être à très très haute intensité, avoir du relâchement malgré tout dans les parties descendantes. Les parties plates, c'est essentiellement du travail sur le haut du corps avec du travail de poussée, mais là, suivant les techniques qu'on va utiliser, hein, j'essaye d'être... c'est forcément un petit peu large et ça ne s'adapte pas forcément à toutes les disciplines. Et donc, si on regarde le biathlon, en plus, il y a un arrêt. Alors, c'est un arrêt, c'est pas un arrêt facile. C'est un arrêt où on va tirer, où il y a la tension, etc. Mais c'est un arrêt quand même, où la plupart du temps, soit l'athlète est allongé, soit il est de toute façon debout. Et donc, tout ça fait que, de toute manière, il y a un exercice où les zones d'intensité, de toute façon, sont à gérer par l'athlète et où on a, notamment dans la fin de la course, c'est surtout là où on va mesurer et où, au niveau énergétique, on lâche tout, quoi. On lâche tout dans le dernier kilomètre en ski de fond si on a un mass start, on lâche tout dans le dernier kilomètre même quand on est une course contre la montre, on lâche tout en biathlon dans le dernier tour parce qu'on a fini de tirer, que ce soit une course contre la montre ou que ce soit une course mass start, mais voilà, c'est là où on laisse tout. Donc, dans cette partie finale, on va dire que le pilotage central de notre cerveau lâche tout. Donc, on va chercher finalement la vitesse maximale sur le parcours qui nous reste. Et dedans, il y a des montées. Dans ces montées-là, on peut monter à des intensités qui sont extrêmement élevées. Il y a des spécialistes là-dedans. D'ailleurs, maintenant, les meilleurs dans les mass start sont ceux qui sont capables de dégager ces puissances dans les derniers kilomètres les plus importantes. Et ça amène à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la conséquence, une lactatémie très très haute, si on regarde une fois que la ligne d'arrivée est passée, bien sûr. Ok, donc c'est plus du subi que du voulu. Non, on l'entraîne. J'exagère. On l'entraîne et on l'entraîne particulièrement de manière très très importante dans la qualité chez nos sprinteurs. Alors nos sprinteurs, c'est des sprinteurs en ski de fond. Hein.
là, je mets un clin d'œil à Cyril, l'entraîneur historique de ces sprinteurs, hein, qui a amené Richard Jouve premier globe en ski de fond, hein, l'année dernière. Et donc, là-dessus, bien entendu, on a un travail spécifique qui n'a rien à envier à des athlètes de 400 mètres, hein, clairement, où pour ces athlètes-là, on va aller chercher vraiment du travail au niveau neuromusculaire de manière vraiment très ciblée, du travail énergétique dans la tolérance à l'acidose de manière aussi très très ciblée. On le fait un tout petit peu moins avec nos athlètes de distance, mais on le fait. Et on le fait, on va dire, pas tout à fait dans les mêmes périodes et pas tout à fait dans la même quantité. Voilà. Ok, je vois. Ok, bah super intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter sur le travail aérobie déjà? Ou sur oui, un autre thème? Bon, tu as plusieurs jours. Oui, je pourrais rajouter des milliers de choses. C'est ma passion. Voilà, c'est un petit peu... Ça se sent. Et donc, j'aimerais dire que souvent, si on met le focus uniquement sur la partie énergétique, je pense qu'on se trompe. En fait, mes athlètes, moi, je les vois comme n'importe quel athlète finalement, j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer des sportifs dans tous les sports. Il y a des choses qui sont à peu près, je dirais, qu'on peut transférer à peu près en tant que coach dans quasiment tous les sports. C'est notre gestion à nous d'un groupe d'athlètes. Et donc, alors bien sûr, un groupe d'athlètes d'endurance, c'est un peu différent parce que un coach, à moins qu'il soit lui aussi de très haut niveau, il a du mal quand même à suivre pendant, on a vu les quantités d'entraînement pharaoniques là, qui étaient réalisées par nos athlètes, donc il ne sera pas capable forcément de les suivre tout le temps. Par contre, c'est un vrai privilège de pouvoir, sur quelques-unes de ces séances, pouvoir les suivre. Et donc, je dirais que moi, les clés que je vois qui sont transférables, c'est comment diminuer la charge mentale par un groupe d'entraînement pour que ça se passe super bien, quoi. Et que finalement, quand on commence à mettre l'engagement, quand on commence à mettre la pression, eh bien, ça soit beaucoup plus simple pour nous et pour les athlètes. Donc ça, c'est des choses qui sont du domaine de la pédagogie de l'entraînement, on va dire, ou la pédagogie des coachs, hein, qu'on devrait finalement... qu'on apprend au fur et à mesure, et c'est dans le transfert d'expérience, c'est peut-être ça le message, c'est de dire, c'est pas seulement, comme moi je pensais au départ, une équation, c'est très rassurant. On cherche à un moment donné, je sais que les jeunes coachs, ils adorent quelque chose qui serait une équation, où quand je fais ça, alors il se passe ça. Ben non, en face de nous, on a des êtres humains, et quand on fait ça, des fois il se passe ça, des fois il se passe autre chose, quoi. Et donc, c'est dans l'observation de ça qu'on devient, je dirais, beaucoup plus efficace. Alors, je ne dis pas qu'il je ne suis pas en train de dire qu'il y a des méthodes qu'il ne faut pas connaître. Il faut connaître tout. Mais ça, c'est une caisse à outils qu'on a. Et une fois qu'on a tous ces outils-là, il faut aller chercher les bons, il faut les adapter à la personne qu'on a en face de soi, quoi. Et c'est ça, finalement, la clé de coacher des gens au plus haut niveau, pour moi. Je suis complètement d'accord. C'est la limite des datas. Et j'en parle par expérience, quand on est effectivement jeune coach, jeune entraîneur, on se réfugie là-dedans pour chercher une certaine légitimité, pour avoir un petit peu confiance en nous. On se dit, ben voilà, j'applique ce que j'ai vu en formation et ça va marcher. Et en fait, très vite, on se mange des murs. Et on se dit, bon... C'est bon, il faut. Ah oui, c'est clair. Mais il faut savoir se dire, bon, qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi ça n'a pas marché? Discuter avec l'athlète, lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la réaction que moi j'attendais, elle n'a pas eu lieu. Et c'est vrai que c'est ces moments-là qui sont formateurs. Et à un moment donné, les datas, ça doit être un support. Et juste un support. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, moi j'ai été hyper data dès le début. Hein. Quand j'étais super jeune coach, j'essayais d'imaginer des choses sur glacier, pouvoir récupérer les images, montrer les images directement à mes athlètes, alors qu'on avait des systèmes ancestraux. Donc j'ai eu cette envie, entre guillemets, d'utiliser des datas très, très, très vite. Pour le coup, avec l'expérience, je ne dis pas qu'on ne regarde pas les datas, au contraire, je pense qu'il faut les regarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va faire le tri. C'est-à-dire qu'on va essayer, et c'est ça l'apanage peut-être de l'expérience, c'est de pouvoir dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, pas comme ça, etc. Et donc là-dessus, on a besoin effectivement de la technologie, on a besoin de nos amis scientifiques qui sont là pour valider un certain nombre de choses.
mais parfois on va dépasser ça. J'aime bien Yann Lemeur quand il présente effectivement d'un côté quelle est l'optique du coach qui lui a X athlètes, il peut en avoir 4, 5 au plus haut niveau, et donc il va essayer de faire pour le profit de chacun, alors que le data scientist, lui, plutôt, il va essayer de déterminer quelle est la tendance par rapport à un groupe qui sera un petit peu plus nombreux. Mais nous, la tendance, je ne dis pas qu'on s'en fiche, on en a besoin. On va chercher. Moi, je suis là, je cherche tout ce qui peut, à un moment donné, enrichir mes connaissanses ou mettre à mal des modèles que j'ai. Mais avant de mettre à mal des modèles que j'ai vus fonctionner sur le terrain, je parlais tout à l'heure de l'entraînement par bloc, je vois et donc je fais passer ces informations-là à mes coachs. On va quand même, je dirais, expérimenter pour voir effectivement ce qui fonctionne, dans quel contexte ça peut fonctionner, avec quel niveau, à partir de quelle quantité d'entraînement on peut être efficace, etc. etc. En parlant de la programmation en bloc, à l'époque, on nous parlait de charge utile. Est-ce que ça a toujours lieu d'être? Et est-ce que la programmation par bloc a évolué depuis Verkhoshansky, en fait? Oui, alors lui, ça a été le novateur, le block training system de Verkhoshansky. Mais là, maintenant, on a vraiment des scientifiques, notamment des Scandinaves de Trondheim, qui, eux, vont travailler sur des modèles qui sont beaucoup plus précis, avec des analyses de data qui sont ceux que l'on a actuellement, où on montre effectivement que pour des périodes données, eh bien, on a un peu plus d'efficacité sur l'alternance que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un bloc d'intensité avec beaucoup plus de séquences d'intensité, puis une période, on va dire, beaucoup plus light, et un deuxième bloc d'intensité. Et ça, ces modèles-là, moi, je les vois apparaître parce que je sais quels sont les athlètes qui utilisent ces modèles-là actuellement dans mon sport, au niveau international, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des progressions qui sont hyper intéressantes pour ces athlètes-là. Pour le coup, un certain nombre sont arrivés maintenant dans les 4-5 meilleurs du monde. Voilà, donc c'est un modèle qui, a priori, fonctionne. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a eu de la construction. Et ça fonctionne pour ces athlètes-là à un moment donné. Je ne suis pas certain que ce modèle-là soit celui à privilégier dès le début. C'est en tout cas pour l'instant, la limite que je vois au modèle, c'est justement sur des très très jeunes athlètes, enfin du moins des athlètes en formation, des U20 par exemple. Je pense qu'il y a des modèles qui sont un tout petit peu plus efficaces pour arriver à la construction dans la haute performance. Par rapport à l'intermittent, je reviens là-dessus. On a des modèles de 30-30 classiques. Donc, on voit ça un peu à toutes les sauces. On a des modèles de 15-15 qu'on voit à toutes les sauces. J'ai des souvenirs de tes cours quand même, quelques-uns. Je pense que tu peux être content. Tu m'as marqué sur certaines choses, où tu nous expliquais un peu la différence sur ces différents temps de travail, temps de repos. Bien sûr. Ça revient aux 12 marqueurs dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'il faut bien savoir la différence entre chaque timing et que ça a vraiment une incidence sur l'entraînement. Oui, alors je vais essayer d'être synthétique. C'est vrai que l'entraînement de très haute intensité, là-dessus, je m'appuie sur les modèles qui ont été vraiment démocratisés par Martin Buchette, par Yann Lemeur, etc. On a vraiment des gens qui ont amené énormément pour nous, les coachs, pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que moi, j'ai plutôt été formé avec ceux qui leur ont montré la voie. Bia et compagnie. Voilà, mais c'est comme ça, c'est l'histoire de la connaissance qui marque de cette manière-là. Moi, j'ai eu la chance de faire intervenir Martin au niveau de notre master, et c'est vrai que ça m'a aidé effectivement à améliorer mon niveau de compétences et à les mettre en pratique sur le terrain, parce que c'est ça l'important, justement la différence. Et c'est vrai que pour être synthétique, peut-être que les modèles qui sont développés par Lawson et Buchette, pour moi, sont les modèles de base. C'est-à-dire qu'on va tout replacer sur une échelle d'intensité. Le marqueur peut-être le plus important, c'est où c'est qu'on décide de travailler. Quel est le niveau d'intensité? La notion essentielle pour bien maîtriser, je pense, l'entraînement intermittent, ou le HIIT, pour ceux qui aiment bien les termes consacrés, c'est d'avoir une idée très précise de la réserve de vitesse anaérobie des athlètes qu'on a en face de soi.
Ça, je pense que c'est vraiment le paramètre central. Et à partir de là, quand on a commencé ça, moi j'aime bien aussi aller m'aider du modèle de Fred Grapp avec les profils de puissance record, parce que ça montre aussi très très bien comment on fonctionne les uns les autres. Donc là déjà, on va déterminer qu'est-ce qu'on a envie de développer. Et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, on a une idée. On aimerait, par rapport à ce qu'on observe sur un athlète, développer un des paramètres de la performance qu'on pense aller chercher. Et donc, on va déterminer le curseur d'intensité, à quel endroit on va le mettre. Et à partir de là, quand on a placé le curseur d'intensité, vont découler un certain nombre d'adaptations possibles et d'autres qui ne sont plus possibles. Parfois, j'entends des gens qui disent « Ouais, le Tabata, c'est génial le Tabata ». Oui, c'est génial pourquoi ? C'est génial simplement parce qu'on met le curseur très très haut en intensité, puis on essaye de tenir, et ça a un effet. Mais est-ce que ça aide à améliorer finalement le temps ? Pour quelqu'un qui a peu de temps, peut-être que c'est très efficace, effectivement. Pour quelqu'un dont c'est pas le paramètre essentiel de la performance, oui, ça va être efficace dans le temps, mais ça peut pas tout faire. D'accord ? Donc, j'ai tendance à dire, voilà, sur les 12 paramètres de la charge externe, eh bien, on peut les manipuler un petit peu comme on veut par rapport à l'analyse de la demande du sport dans lequel on est, le profilage de l'athlète, cette fameuse réserve de vitesse anaérobie, quels sont les profils de puissance de cet athlète-là. Ensuite, quels sont, à la période où on est pour cet athlète-là, les objectifs que l'on a. Et ensuite vont découler un choix stratégique, soit, alors pour être un petit peu plus trivial, soit plutôt, je dirais, d'adaptations qui sont des adaptations locales, musculaires, neuromusculaires, où on va privilégier des hauts niveaux d'intensité, soit plutôt des adaptations qui sont plutôt des adaptations centrales, où là, on va privilégier la quantité de qualité en mettant l'intensité plus basse et en allant chercher. Alors après, derrière, c'est un peu plus complexe que ça, parce que finalement, quand on regarde nos adaptations individuelles, là, je vous conseille d'aller effectivement écouter les podcasts ou en tout cas aller voir ce que fait Grégoire Millet, parce que là, il a amené énormément dans ce domaine-là. Et Grégoire, il vous dit, ouais, mais ça dépend quand même à un moment donné aussi de l'inertie de votre système aérobie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... alors comment, pratiquement pour un coach, essayer de sentir, entre guillemets, quelle est l'inertie du système aérobie. Vous allez me dire, ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que tu dis, Jeff, mais voilà. On peut indirectement, avec l'évolution de la fréquence cardiaque sur de l'exercice intermittent, avoir une intuition sur ce qui se passe. Bon, après, bien sûr, l'idéal avec des athlètes de haut niveau, c'est de le savoir, c'est d'aller voir effectivement sur du data monitoré, savoir comment sur des séances d'intermittent, les athlètes fonctionnent. Hein. Et ça, c'est le plus intéressant, bien entendu. Mais si on n'a pas ces moyens-là, on peut y arriver de manière intuitive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les plus jeunes, là, je renvoie à Grégoire également, on a tendance à avoir des gens qui ont une inertie de leur système aérobie excellente, c'est-à-dire qui montent très vite, donc... pour donner ce que tu disais tout à l'heure, des sections courtes d'efforts à intensité où on veut avoir un impact sur du temps passé à VO2 max, comme du 15-15, ça fonctionne super bien. Inversement, quelqu'un qui, pour des raisons d'entraînement, pour des raisons de profil énergétique, a une inertie qui est moins bonne, ou parce que tout simplement son exercice n'a pas tendance dans son sport à valoriser ce type d'adaptation, eh bien là, peut-être qu'il faut des durées d'effort qui sont paramétrées différemment et qui seront plus longues. Et ça, c'est sûr que quand quelqu'un, entre guillemets, fait du 15-15 et qu'on voit qu'il est, mais alors très très loin à la fin d'une série de la fréquence cardiaque maximale, même si forcément il ne l'atteint pas, mais on peut avoir une intuition qu'on n'a pas joué direct dans ce qu'il fallait, quoi. Voilà ce que je peux dire. Pour le coup, tu as complètement raison de dire que, je dirais, il n'y a pas un intermittent miracle qui va correspondre à tout le monde. Ça, j'essaye de convaincre les gens. Alors, j'essaie pas de convaincre dans une salle. Généralement, je convainc les gens sur le terrain, tu me connais. Et donc, je leur fais expérimenter les choses. Je leur fais sentir les choses sur eux déjà, pour qu'ils comprennent que finalement, ce paramétrage, il est fin et il n'est pas si facile, entre guillemets, à maîtriser. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste un bon chemin à faire et j'adore ça, quoi. Parce que derrière, c'est aussi la clé du fonctionnement d'un individu qu'on a en face de soi. Justement, en parlant des cours que tu nous avais fait, je te racontais l'anecdote en off, mais je vais la raconter en on. Tu nous avais fait faire des tests de mesure de la VMA intermittente avec un 30-15 IFT.
Et derrière, on avait adapté des entraînements intermittents liés à cette VMA. Effectivement, moi, je me souviens que j'avais été testé. J'avais pris cette VMA-là. Je l'avais appliquée directement aux formules qu'on voit en cours. Impossible de faire une série et j'avais vomi au bout de une série ou une série et demie. Impossible à tenir. Pourquoi ? Parce que pendant le test, il y a un peu d'adrénaline, il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas sur l'entraînement. On en revient aux 2 profils de puissance de Fred Grapp en compétition à l'entraînement. Donc, il faut prendre ces mesures-là avec des pincettes et les adapter en fonction de ce qu'on voit. Et c'est vrai que si on ne l'a pas vécu, nous, en tant qu'entraîneurs, c'est très complexe à mettre en place. Donc, je te remercie déjà de nous avoir fait tester ça parce que bien sûr, ça nous a fait ouvrir les yeux à pas mal de collègues de promotion. Je pense que c'est la seule manière, s'il y a des jeunes coachs qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est je pense, la seule manière. Il faut avoir l'humilité de ne pas chercher un raccourci. Les raccourcis rallongent toujours. Donc, le raccourci, ça serait de dire, pour développer tel paramètre, dans la performance, quel qu'il soit, ça peut être du temps passé à VO2 max, ça peut être plein de choses qu'on a comme objectif. Il n'y a pas un seul chemin. Il y a surtout des règles. Voilà, il faut savoir maîtriser. Il y a une technologie à connaître. Et puis derrière, il y a l'adaptation à la personne. Alors c'est assez complexe parce qu'il y a à la fois la personne dans sa complexité parce que son profil énergétique n'est pas forcément celui qui est valable pour tous. Et ça, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi le temps d'entraînement, c'est-à-dire à quelle période elle en est. Est-ce qu'elle est capable, actuellement, de pouvoir, entre guillemets, digérer tel type de charge d'entraînement intermittente, etc. Donc, c'est complexe en soi. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que c'est là que ça devient intéressant, parce que justement, on va essayer d'adapter sur le moment et de voir. Et souvent, tu donnes l'exemple de l'intensité où le curseur, on l'a mis un peu trop haut. Malheureusement, ça, généralement, on ne le fait pas 2 fois. Voilà. Mais quand la séance est partie, qu'on a fait sa première série, c'est fini, quoi. On ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que là, il va falloir gérer la récupération pour repartir et puis faire évoluer la séance. Et c'est ça l'enjeu, je pense, dans la formation des athlètes, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de montrer à l'athlète quelles sont les zones dans lesquelles il va travailler, dans quel type de zone il peut durer si on lui donne un objectif de quantité de travail ou quantité de répétition. Ça, c'est important. Et ça, on le voit bien. Hein. C'est peut-être des choses qu'il faut mettre en place. Enfin, nous, en tout cas, on essaie de le mettre en place dès les U15 pour qu'ils connaissent un petit peu leur zone de travail, quoi. Okay, super intéressant. J'ai quelques questions avant de terminer. La première, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un bon entraîneur ? Alors, malheureusement, le bon entraîneur, souvent, on regarde le résultat de l'athlète. Donc, ça, c'est un privilège. Alors, on a 2 manières de voir le problème. Hein. Soit on nous a confié des bons athlètes parce qu'on avait fait ses preuves avant. Et donc, là... Mais c'est vrai que le bon entraîneur est surtout vu par rapport aux résultats de ses athlètes. C'est clair et net. Donc, par rapport à ça, moi, j'aurais tendance à dire que je vois de très, très bons entraîneurs qui sont spécialisés dans des niveaux, dans des catégories d'âge qui sont, et je pense notamment à l'entraîneur de mon fiston actuel, qui sont, pour moi, des très bons entraîneurs, mais qui sont, je dirais, spécialisés dans des préadolescents, adolescents. Et pour le coup, cette spécialisation... fait que, alors qu'est-ce qui me fait dire qu'il est bon entraîneur ? C'est simplement le retour que l'on a des jeunes qui sont waouh, ébahis, les résultats aussi peut-être de ce groupe-là en compétition à ces niveaux d'âge-là, même si c'est pas forcément que ça, mais ça joue un petit peu. Mais c'est aussi l'aura que peut avoir l'entraîneur. Et on sait que le premier entraîneur, c'est celui qui marque. Et donc, moi, je me rappelle de mon premier entraîneur, très clairement. Et donc, voilà, alors, et à partir de là, le bon entraîneur, quelque part, c'est celui qui arrive à s'effacer assez pour que derrière, l'athlète, lui, arrive à dépasser ses limites adaptatives. Moi, je crois que le meilleur entraîneur, c'est celui qui va permettre à un athlète, quel que soit son niveau, finalement, d'atteindre, de pouvoir dépasser des limites qu'il avait, de pouvoir
je dirais, atteindre des niveaux de performance qu'on n'était pas forcément à même de penser possible. Mais c'est le propre du coach, hein, et notamment avec des jeunes athlètes, de leur faire penser que tout est possible. Et même si des fois on a des doutes. Mais moi, j'ai jamais douté avec un athlète. J'ai souvent menti. Voilà, mais ce qui est normal, parce qu'on ne doit jamais mettre de plafond, hein. Il y en a déjà assez comme ça, naturellement, donc n'en mettons pas un de plus. Je pense que tu as entièrement raison. Il faut leur cacher leur potentiel jusqu'à ce qu'ils le découvrent eux-mêmes. Bien sûr. Il faut avoir des surprises et nous surprendre. Nous aussi. Et nous aussi. Si jamais j'ai envie de me former, je suis coach, préparateur physique, entraîneur dans une discipline X ou Y. J'ai envie de me former un petit peu à l'endurance. Alors, on a un petit peu abordé quelques auteurs, quelque chose. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Reprendre les basiques, j'ai parlé tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'actuellement, les jeunes coachs sont très, et moi le premier, sont très friands de podcasts, des retours d'expérience des uns et des autres. Il y a parfois des limites au podcast parce que voilà, on a échangé, cet échange, je t'en remercie parce qu'il est ouvert. Moi, j'ai pu exprimer plein de choses. Pour le coup, peut-être que c'est pas suffisant. Et c'est vrai que la chance, c'est d'avoir des écrits. Il y a des gens qui se sont posés, qui ont fait des études, qui prennent le temps et des heures de travail pour poser des choses. Et je crois qu'il faut avoir cette envie-là de l'expertise. Et pour ça, il faut aller lire. Donc pour ça, j'ai donné un certain nombre d'auteurs. Fred Grapp, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est quelqu'un qui amène énormément. J'ai parlé de Grégoire Millet. C'est quelqu'un qui amène énormément. J'ai parlé de Martin Buchette. J'ai parlé de Yann Lemeur. Yann Lemeur, pour moi, dans le domaine de l'endurance, c'est quelqu'un, mais pas seulement de l'endurance d'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait la jonction entre la recherche et justement les coachs. Avec toutes ces infographies, il est là et ça permet d'avoir une vigilance que nous, on est incapable de faire en étant sur le terrain. Et ça, je l'en remercie parce que voilà. Et après, je dirais que on a nos glorieux anciens, pourquoi pas, hein, même si cette connaissance, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, entre ce que je faisais en pratiquant quand j'étais tout jeune coach, les croyances qu'on avait à ce moment-là et ce qu'on voit maintenant, il y a une évolution qui est juste énorme. Donc méfiance sur aller prendre n'importe quoi sur Internet, ne pas valider les choses, etc. Donc il y a une vraie... dans cette facilité à accéder à l'information, il y a forcément la formation, je dirais, de quelqu'un dans le domaine de l'endurance, c'est de se former à avoir la bonne grille de lecture. Cette grille de lecture, c'est ce que j'ai essayé humblement d'amener, c'est de se dire, voilà, il y a ça, c'est possible, il y a ça qui est possible également, voilà comment on faisait avant, voilà comment ça a évolué. C'est important de savoir, je dirais, ces doctrines d'entraînement. Tout à l'heure, tu parlais d'Yuri Verkhoshansky, c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde de l'entraînement, de la programmation d'entraînement dans les sports d'endurance, hein, en amenant cette affirmation qu'il n'y avait pas on pouvait faire du travail de très très haute intensité dans la qualité neuromusculaire et que parallèlement à ça, on pouvait aussi travailler l'endurance, qu'il n'y avait pas d'antinomie entre les deux. Et voilà, donc il faut avoir ça. Voilà, je t'ai donné un certain nombre. Il y a aussi un ouvrage que je conseille souvent parce qu'il m'a marqué. D'ailleurs, il avait été conseillé par Grégoire Millet. C'est Endure d'Alex Hutchinson. Et ce bouquin-là, alors il faut un peu lire l'anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit. Hein, en tout cas, il mérite de l'être s'il ne l'a pas été. Et ce bouquin-là, il est intéressant parce qu'il montre justement dans la haute performance, la plus haute performance humaine, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrête ? Qu'est-ce qui fait qu'on baisse la vapeur ? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ? Quels sont les différents marqueurs, que ce soit au niveau mental, hein, il parle du gouverneur central, ou est-ce que c'est plutôt au niveau musculaire, au niveau périphérique que ça se passe ? Est-ce que c'est... Voilà. Et donc, il fait une revue intéressante. Et voilà, je ne veux pas paraphraser, bien sûr, ce livre, il faut le lire, hein, tout simplement. Et il est marquant parce que moi j'adore essayer de voir où sont les limites de la performance humaine. C'est ça, c'est un peu mon Graal. Et donc comment faire pour que les gens qui sont en face de nous puissent atteindre leurs limites adaptatives, qu'ils soient sûrs d'y être arrivés avant de fermer la page et d'aller faire autre chose. Super. Est-ce que tu oserais nous révéler ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ou formateur ? Oh, j'en ai, oui. J'en ai des...
Des échecs, essentiellement, ça a été quand j'étais jeune coach. Parce que j'avais des certitudes sur des choses que je pouvais mettre en place. Et parfois, nous, dans notre sport, le gros échec, c'est quand on part avec un athlète, qu'on a un plan de bataille ensemble, et puis à un moment donné, l'athlète tape dans le mur. Alors, il avait de la volonté, il a mis tellement d'engagement, il a mis tellement je dirais, d'énergie, qu'il est allé du côté sombre. Et donc, c'est pour ça que pour moi, maintenant, dans toute la formation que je fais dans les jeunes coachs, je dis, mais faites ce que vous voulez, mais mettez en place quelque chose pour gérer la charge d'entraînement, c'est-à-dire gérer surtout les adaptations de votre athlète. Souvent, peut-être tu t'en rappelles, c'est pas de moi, mais l'entraînement invisible, c'est juste ça le plus important finalement dans la programmation. C'est pas tellement la charge d'entraînement que je réalise, mais c'est quels sont les moyens que je mets en place pour que cette charge-là, elle soit assimilée par l'organisme de l'athlète. Et c'est ça, finalement, le secret, c'est ça. Et celui qui va avoir le meilleur ratio. Et donc, les erreurs que j'ai faites étant jeune coach, c'est de penser qu'il y avait juste la charge qui était importante. Et donc, on a tendance aussi à avoir la main lourde quand on est jeune coach. Parce qu'on a nous-mêmes une pression en tant que coach. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre la manette, à dire « Ah, peut-être qu'il n'en a pas fait assez, lui. Et tiens, je vais en remettre un petit coup. » Donc, on va finalement avoir, je dirais, ne pas avoir la possibilité de faire ça. Voilà, dire non, c'est bon. On a bien construit là, tout va bien. Voilà. Alors je dis pas que je ne ferai plus d'erreurs. Alors c'est vrai que je coach un peu moins maintenant, je coach plutôt les coachs. C'est un vrai privilège parce que c'est un engagement, je dirais, à 100% au niveau de sa vie quand on est coach et notamment coach de haut niveau. Par contre, je suis très friand de ce que des relations que j'ai avec des coachs qui sont au plus haut niveau. J'adore ça, la haute performance, comment on peut amener les gens à leur meilleur niveau de performance. Et le conseil que je donnerais, c'est ça, quoi. Et donc, mon plus gros échec, peut-être que si je reviens comme ça, j'en ai eu, c'est des athlètes qui, alors qu'on a fait toute une période de préparation, font une saison blanche parce qu'ils sont surentraînés. Très clairement, et qu'ils y sont allés. Alors, parfois, c'est hyper frustrant parce que l'athlète pour le coup, c'est le divorce. Et c'est normal. Parce qu'il va venir vous voir et dire « Mais t'imagines tout ça pour ça ?» Eh oui, parce que les engagements sont importants, sont énormes, et il s'aperçoit que derrière, quand il va faire une compétition, ou elle va faire une compétition, en fait, il y a des gens qui se sont entraînés 3 fois moins et qui sont plus performants. Ben oui, c'est la loi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner, malheureusement, mais ça veut dire que l'entraînement n'est intéressant qu'à partir du moment où il est assimilé par l'athlète. Et donc, c'est notre focus et toute notre énergie, elle doit être là-dessus, finalement. Est-ce que tu veux donner un mot de la fin ? Oui, ça sera le mot de la fin, c'est j'espère qu'il y aura des passionnés en face de moi qui ont envie de suivre le même chemin, tout simplement, parce que c'est énorme. Je me souviens des plus grosses émotions que j'ai eues comme coach. C'est quand son athlète atteint un niveau de performance dont on rêvait, mais qu'on n'avait jamais approché. Et ça, c'est au plus haut niveau. Je me souviens notamment du premier podium de Vincent Vitoz. Je m'en rappelle comme si c'était hier, du côté d'Obiaco. Voilà, il y a eu... Il y a comme ça des moments qui marquent le coach et j'espère, je souhaite en fait à tous ceux qui veulent embrasser cette carrière-là d'avoir ces émotions-là. Je crois qu'il y en a beaucoup d'endroits où on a bien sûr de grosses émotions, mais dans le sport, il y en a quand même pas mal, surtout quand on est aux premières loges. Alors, il faut avoir l'humilité, c'est pas soi. On y est pour quelque chose, un tout petit peu, mais ce tout petit peu, sans nous, ça se ferait pas. Donc, il faut qu'il soit là. Jeff Deveau, merci beaucoup. Ouais, merci, c'était un plaisir et un grand merci à toi en tout cas pour cette invitation et ce partage. Merci.